votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, 138 millions de dollars d'argent public, soit 250 000 ans de salaire moyen en République démocratique du Congo. C'est la somme qu'aurait détourné le clan Kabila de 2013 à 2018. Ce sont des révélations d'un consortium de journalistes obtenus grâce à une fuite massive de documents issus de la banque BGFI. Nous en parlerons avec Yann Philippin, membre de Mediapart et du consortium de journalistes à l'origine de cette enquête Congo Hold Up. Un journaliste youtubeur condamné à 7 ans de prison au Rwanda, Dieudonné Nyosenga, propriétaire de la chaîne Ishema TV, est accusé d'avoir enfreint les règles du confinement et d'avoir utilisé une fausse carte de presse. Nous en parlerons dans ce journal. Le scandale qui défraie la chronique au Sénégal après les révélations de l'ancienne Miss Sénégal 2020 qui a révélé avoir été violée et avoir accouché d'un enfant issu de ce viol. Et nous verrons que l'émoi vient surtout de la réaction du comité d'organisation des Miss, élément à suivre dans cette émission. On ouvre ce journal par ce détournement spectaculaire d'argent public mis au jour par un consortium international de journalistes. Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, aurait détourné avec son clan plus de 138 millions de dollars d'argent public sur la période de 2013 à 2018. Jules Boiteau et Antoine Feuille. Il est le personnage central des révélations de l'enquête Congo Hold Up. Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, de 2001 à 2019, aurait détourné des dizaines de millions de dollars d'argent public, selon l'enquête menée par 19 médias internationaux. La famille de Joseph Kabila et l'ancien chef d'État et certains associés ont perçu à travers donc une nébuleuse de société au moins 138 millions de dollars d'argent public. Donc on s'est intéressé sur pourquoi cet argent est arrivé, où est-ce qu'il est allé, qui sont les bénéficiaires. On a découvert d'énormes retraits en liquide, on a découvert l'évaporation en fait des recettes de l'État. On a suivi en fait toutes ces transactions. L'enquête révèle également que 100 millions de dollars supplémentaires auraient été crédités sur les comptes des membres du premier cercle de l'ancien chef d'État. Au cœur du système, la BGFI Bank, dont le frère de Joseph Kabila a été directeur de 2012 à 2018. D'autres révélations sont à venir, avertit le collectif de médias. Leur retentissement pourrait être énorme dans un pays où 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. On retrouve, pour aller plus loin, Yann Philippin, journaliste à Mediapart et membre du consortium de journalistes justement qui ont enquêté sur ce dossier Congo Hold Up. Merci Yann de nous retrouver. Alors votre dossier, publié dans Mediapart, révèle un système huilé sans être sophistiqué qui a permis au clan Kabila de détourner 243 millions de dollars, dont 33 millions en liquide, 72 millions d'origine inconnue, etc., de l'argent public. Mais on se demande comment justement se faisait et comment ce système a été mis en place. En fait, c'est très simple. Vous savez, d'habitude, ce sont les voleurs qui braquent les banques. Ben là, en fait, c'est la banque qui a aidé Joseph Kabila à braquer l'État. C'est-à-dire que comment c'est possible? C'est que vous avez d'un côté le président de la République, donc Joseph Kabila, qui contrôlait des entreprises publiques très riches, comme la Banque centrale, comme la Gécamine, qui est la cash machine du pays, l'entreprise minière, mais aussi la commission électorale. Et d'un côté, de l'autre côté, son frère, Francis Sélémani, qui contrôlait la banque, la BGFI Bank. Et toutes ces entreprises publiques, elles avaient des comptes à la banque. Et donc, quand vous avez d'un côté le président qui contrôle les entreprises publiques et de l'autre le frère qui contrôle la banque où ces entreprises publiques ont des comptes, c'est très facile, il suffit d'aller de l'un à l'autre. Oui, et on vous révélait qu'il y avait une société écran qui était dans un garage. Oui, c'est assez incroyable. C'est une société écran qui s'appelle Sudoil, alors qui, comme son nom l'indique pas, en fait, qui n'avait plus rien à voir avec le pétrole, qui était basée dans un garage à Kinshasa, mais où il y avait rien, il n'y avait pas de salariés, c'était une société écran, comme on dit. Et cette société Sudoil, grâce à cette banque, la BGFI, a reçu donc au moins 92 millions de dollars. Les 138, c'est les épisodes d'après qu'on va révéler dans les prochains jours. Et ce qui est fou, c'est que quasiment toutes les institutions publiques du pays ont contribué. C'est-à-dire il y avait l'argent de la Banque centrale, l'argent des mines, la Gécamine, l'argent des élections.
C'est-à-dire l'argent censé organiser les élections est arrivé chez CENI. Sudoil pour la CENI, exactement. L'argent des routes, le FONER, alors que la RDC, c'est un pays qui manque cruellement de routes. Il y a énormément de pistes, ça manque de routes goudronnées. 10 millions de dollars des routes qui sont arrivées chez Sudoil. Et peut-être la cerise sur le gâteau, c'est l'argent des casques bleus congolais. Oui, c'est-à-dire, c'était la paye des militaires congolais qui étaient en mission de maintien de la paix en Centrafrique. 6,8 millions de dollars qui auraient dû servir à payer ces soldats congolais et qui se retrouvaient dans cette société écran immatriculée dans un garage et qui était contrôlée par, devinez qui, Francis Sélémani, le frère du président et directeur de la banque. Alors justement, vous révélez qu'au-delà du président lui-même, c'est tout un clan justement qui est impliqué dans ce détournement. Oui, alors les deux personnages principaux sont donc le frère adoptif du président Francis Sélémani, qui était le directeur général de la banque, par laquelle sont passés ces détournements. Mais il y a aussi sa sœur, Gloria Mteyu, qui est connue pour son amour de la mode. C'est elle qui organise la Fashion Week à Kinshasa et qui était à la fois actionnaire de la société Écran et aussi actionnaire de la banque dont elle avait 40% des parts. Donc vous voyez cette collusion complète entre d'un côté la présidence, l'État, les sociétés publiques, la banque et la famille Kabila. Ouais. Et alors vous dites que justement peu de gens auraient accepté de répondre, mais on se demande justement quelle est la position de la banque, BGFI justement, la maison mère, parce que je rappelle quand même que c'est un membre de la banque au départ, un bien nommé Lumumba, qui aurait justement donné les premières pistes justement, qui a fait fuiter les premiers documents. Tout à fait, c'était en 2016 et donc Jean-Jacques Lumumba, qui était un ancien salarié de la banque, qui est devenu lanceur d'alerte, avait révélé de premiers scandales. D'ailleurs, nous reviendrons sur certains des scandales qu'il a révélés. Il faut bien préciser qu'il n'a absolument rien à voir avec l'opération actuelle. Ce sont d'autres documents, mais qui confirment complètement ce que M. Lumumba avait dénoncé donc dès 2016 avec un premier volume de documents qui était beaucoup plus partiel. Et là, on peut dire que c'est vraiment gigantesque. 3,5 millions et demi de documents. On a prévu, nous, à Mediapart, depuis plus de 20 articles. Donc vous imaginez, ça va s'étaler sur 2 semaines, donc les révélations ne font que commencer. Oui, d'accord, les révélations ne font que commencer. On l'entend. Et pour autant, est-ce que justement, il y aurait d'autres personnalités qui seraient impliquées, par exemple? Oui, alors on en révèle déjà quelques-unes qui étaient et qui sont d'ailleurs toujours pour beaucoup des personnalités parmi les plus puissantes de la RDC. Je pense à Deogracias Mutombo, qui a été le tout-puissant jusqu'à cette année gouverneur de la Banque de France du Congo. Une autre personnalité clé, c'est Albert Yuma, qui est le président de la Gécamine, donc la société minière d'État, la cash machine du pays, et qui a versé 20 millions de dollars, cette entreprise publique, à cette fameuse société Écran dans un garage de Kinshasa à Sudoil. Ouais. Merci beaucoup Yann Philippin pour toutes ces révélations. Donc Mediapart, pour si vous voulez lire justement sur cette histoire incroyable, donc Congo Hold Up. Et on a compris que ce serait feuilletonné sur 2 semaines. Donc il y aura d'autres révélations à suivre. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. 12 millions de dollars. On vous explique. C'est ce qu'a fait la famille de Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC, aussi appelée République démocratique du Congo. Comment ? 1. Détourner l'argent des institutions. Impôts, ONU, élections, routes. L'idée est de récupérer tout l'argent public possible. 2. Stocker l'argent, puis le transférer dans un endroit sûr, pour le clan Kabila, dans cet ancien garage de Kinshasa, dans les comptes d'une société écran, Sudoil. 3. Retirer du cash. On peut même retirer une partie en espèces, comme le prouve ce bordereau de retrait de 6 millions de dollars. Car pour ça, il faut avoir une banque. Enfin, sa propre banque. Ou plutôt une banque contrôlée par la famille, comme la BGFI Banque du Congo. Contrôlée par la sœur de Kabila, Gloria Mteyu, actionnaire à hauteur de 40%, et par son frère adoptif, Francis Sélémani, en tant que directeur général. Et quand au sein d'une même famille, on dirige une nation et une banque, ça facilite les choses. Ensuite, il faut être créatif. Florilège. En 2016, pour rémunérer la participation du Congo à une mission de maintien de la paix, l'ONU verse 7,3 millions de dollars à l'ambassade de RDC auprès des Nations Unies.
L'ambassadeur reçoit l'ordre de reverser 6,8 millions à l'État congolais, plus précisément à la Banque centrale du Congo, sur son compte à la BGFI. La BGFI va en profiter. Si les 7 millions lui ont bien été versés par l'ambassade, le Congo n'en a jamais vu la couleur. Et à la place, le virement atterrit dans les comptes de Sud-Oil. En 2016, Kabila annule les élections pour les reporter en 2018. La commission électorale qui organise les scrutins, la CENI, emprunte à la BGFI 25 millions de dollars. Un prêt engendre des frais et automatiquement, la banque gagne 1 million de dollars. Mais le même jour, la BGFI répète l'opération manuellement et s'offre un deuxième million de dollars, qui bien sûr atterrit dans les comptes de Sud-Oil. Foner, c'est l'agence publique qui s'occupe des routes du Congo. Elle possède plusieurs comptes à la BGFI. En décembre 2014 et janvier 2015, elle émet 5 transactions importantes vers un compte interne de la BGFI. 852 000 dollars d'abord, puis 594 000, encore 594 000, 586 000 et enfin près de 600 000 dollars. Au total, 3,2 millions de dollars censés transiter d'un compte du Foner à l'autre. Mais la BGFI vire en fait les 3,2 millions à 2 autres sociétés, Sud-Oil et sa filiale Kwanza Capital. La Banque centrale du Congo a elle aussi financé la famille Kabila. Son compte à la BGFI, intitulé BCC Équipement, est une caisse noire. Le 26 septembre 2016, il émet un virement de 30 millions de dollars, supposé alimenter un autre de ses comptes à la BGFI, et qui disparaît étrangement, tandis qu'un virement du même montant arrive chez Sud-Oil. La Gécamine, c'est la grande entreprise publique qui gère les mines, la plus grande ressource du Congo-Kinshasa. Le 13 juin 2016, la Gécamine décide de payer ses impôts en avance. Depuis son compte à la BGFI, elle vire 2 millions de dollars à la Banque centrale du Congo. Sauf qu'à nouveau, le virement n'atteint pas la Banque centrale, mais Sud-Oil, avec un libellé différent pour brouiller les pistes. Mais en 2018, les auditeurs chargés de contrôler les comptes de la BGFI s'intéressent à cette opération. C'est la panique dans la famille Kabila. Il faut nettoyer tout ça. La BGFI renvoie les 2 millions touchés par Sud-Oil à la Gécamine, rétablit dans le remboursement le libellé initial, qu'elle antidate à 2016, et envoie enfin les impôts à la Banque centrale. Cette année-là, la famille Kabila s'en est sortie. Mais ça, c'était jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Ce sont les voleurs qui attaquent les banques. En RDC, c'est une banque qui a aidé le clan Kabila à braquer l'État. Vous visez la BGFI Bank. Qui est cette banque ? La BGFI Bank, c'est une banque qui est basée à Kinshasa, qui est la filiale congolaise de la holding BGFI, du BGFI Group, qui est elle-même basée à Libreville, au Gabon, et qui a des filiales dans de nombreux pays de l'Afrique centrale, et notamment à Paris. Et la banque se présente comme étant la banque la plus puissante d'Afrique centrale. Dans ce cas bien précis, on vient de le voir, l'enquête est complexe. Est-ce que vous pouvez nous résumer en 3 phrases ce système de détournement d'argent public ? C'est quoi la clé de ce système Kabila, si on peut l'appeler comme ça ? 3,5 millions de documents bancaires, c'est un échantillon. C'est un échantillon de ce que a pu être la kleptocratie pendant l'ère Kabila. Mais c'était un échantillon assez volumineux. Il faut savoir que cette banque, elle a été capturée. Elle a été capturée par le clan Kabila. Elle était dirigée par le frère adoptif de Kabila, Francis Slimani. Et 40% des parts appartenaient soi-disant à la sœur de Kabila, Madame Gloria Mteyu. Et ensuite, cette banque s'est mise au service du clan Kabila en détournant de l'argent public et qui est ensuite allé vers des sociétés qui appartenaient à ce cercle très restreint. Comment vous avez eu ces documents ? Je vais évidemment pas vous dire comment nous avons eu ces documents. Je vous pose évidemment la question. Bien sûr, protection des sources, mais en tout cas nous avons obtenu ces documents ainsi que le site français d'information Mediapart. Nous avons partagé avec de nombreux autres partenaires afin que nos enquêtes soient les plus abouties, les plus crédibles possibles. Alors l'histoire du groupe BGFI est déjà associée à des fuites de documents, les Lumumba Papers, qu'on doit à Jean-Jacques Lumumba, ancien cadre de la BGFI. Jean-Jacques Lumumba est à la tête d'un mouvement politique. Est-ce qu'il a un agenda politique ? Alors il est à la tête d'un mouvement de lutte anticorruption qu'il avait créé, qui s'appelle UNIS. Oui, aujourd'hui il a peut-être des volontés politiques, comme il a mené une
lutte avec des mouvements citoyens comme Filimbi et la Lucha pour faire en sorte que la corruption ne soit plus ce qui rythme la vie politique congolaise. Mais est-ce que ça ne risque pas de jeter une ombre sur ces révélations? Les révélations d'aujourd'hui de Congo Hold Up, mais il n'est pas lié aux révélations de Congo Hold Up. C'est bien, il travaillait pour la même banque, cela vient confirmer ce qu'il a toujours mis en avant, mais on parle de révélations beaucoup plus volumineuses. Pas de risque de manipulation? Ah ben non, je ne pense pas, non. Vous voyez bien avec les journalistes et avec les ONG avec lesquels on a travaillé qu'on a bien voulu assurer cette indépendance, bien sûr. Alors on va s'intéresser au clan Kabila. Joseph Kabila coule désormais des jours tranquilles dans sa ferme privée à 50 km de la capitale. Est-ce qu'il a de quoi s'inquiéter? Alors là, s'il ne peut pas s'inquiéter avec des révélations pareilles, je ne sais pas ce qui pourra l'inquiéter dans le futur. Les révélations telles qu'elles sont démontrées vont être publiées pendant 2 à 3 semaines. On en est juste au premier jour. On a décidé de sortir un premier chiffre des détournements qui ont été opérés, mais ce n'est pas le seul qui va sortir et ce ne sont pas les seules histoires qui vont sortir. Donc pendant 2 à 3 semaines, beaucoup de choses vont être présentées pour expliquer comment le peuple congolais a été volé de son argent public. Il y aura de quoi monter un dossier judiciaire, c'est ça que vous nous dites? En tant qu'avocat, je peux vous dire que oui, il y a largement suffisamment d'informations. On parle de documents extrêmement crédibles. Un exemple d'information qui va sortir dans les prochaines semaines? Bien, par exemple, on va vous montrer comment de l'argent donné par les Nations Unies à la mission permanente des Nations Unies, qui est censée payer le contingent de casques bleus du Congo qui est basé en Centrafrique, a été immédiatement détourné pour rejoindre une société qui s'appelle Sudoil et qui est elle-même dirigée par le cercle restreint de Monsieur Joseph Kabila. Donc on est allé chercher l'argent des Nations Unies pour les mettre dans la poche du président. On peut aussi parler du fait qu'on a pu découvrir, et on va y revenir dans quelques jours, des flux financiers qui partent des propriétaires chinois des mines de cobalt et de cuivre et qui ont transité par la banque de la BGFI pour atterrir dans les comptes bancaires de sociétés et de personnes proches de monsieur Kabila. Donc il va y avoir beaucoup d'éléments. D'un mot pour conclure, est-ce que vous avez une réaction de Joseph Kabila? Non. Alors vous savez, quand on fait de telles enquêtes, on envoie évidemment des confrontations, des droits de réponse à des centaines de personnes. Je pense que 600 ou 700 lettres ont dû partir, certaines très courtes, certaines faisaient 30 à 40 pages. On a eu pour la plupart 0 réponse. On a eu quand même une réponse de l'inspection générale des finances du Congo, monsieur Alingote, qui a qualifié la banque de mafieuse. Précision importante, depuis ces révélations, la rédaction de TV5 Monde a cherché à contacter des proches de Joseph Kabila, jusqu'ici en vain. Rendez-vous donc dans le journal Afrique. Merci Henriette Tuliez. Merci à vous. Journal français d'investigation en ligne, co-auteur de cette enquête. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors, on a vu dans ce reportage le système de détournement que vous avez mis en lumière, plus de 138 millions de dollars détournés des caisses de l'État. D'où venait cet argent et à quoi est-ce qu'il servait? Ce sont des fonds publics. Donc en fait, c'est de l'argent qui venait d'institutions, d'organisations publiques. Alors on détaillera au fur et à mesure des articles qui vont être en ligne. On aura peut-être même des surprises sur d'où peut venir cet argent, mais il venait par exemple de la commission de la CENI, de la commission électorale. Il venait de la Banque centrale du Congo, votre sujet le disait. Il venait par exemple des Nations Unies à certains moments. Voilà, nous on a pu en fait suivre l'argent grâce à ce leak, cette fuite de données énorme. On a pu pour la première fois vraiment tracer l'argent de A à Z et de voir que d'abord ça partait de ces institutions publiques, CENI, Banque centrale, Nations Unies, d'autres, GCAMIN par exemple, et que à la fin en fait ça se retrouvait par l'intermédiaire de cette banque, la BGFI, ça se retrouvait dans des sociétés, vous les avez aussi mentionnées dans votre reportage, qui font partie vraiment du cercle très proche de Joseph Kabila. Alors justement, vous avez parlé de la BGFI, vous avez décrit un système dans cette enquête concernant la BGFI Banque. Est-ce que vous diriez qu'elle a eu une complicité active dans ce détournement de fonds, ou finalement est-ce qu'il s'agit d'une institution financière qui a été prise dans un système de corruption généralisée et de détournement généralisé en RDC? Non, alors, comme journaliste, on pèse nos mots, on fait attention à ce qu'on écrit, et là, on peut écrire que ça a été une complicité active. En fait, c'était même, presque un plan qui a été échafaudé par la famille Kabila, parce que quand vous regardez les dates, d'abord, ils prennent, entre guillemets, le contrôle de cette banque, la BGFI, par l'intermédiaire de la sœur du chef de l'État, Gloria Mteyo, qui a 40% du capital. Ensuite, le frère de Joseph Kabila prend la direction de la banque, Francis Selemani. De la filiale de la BGFI en RDC. Quand je dis la banque, c'est la BGFI en RDC, puisque effectivement, on parle du Congo. Et puis, une année après, ou une année et demie après, les deux prennent ensuite le contrôle d'une société écran qui s'appelle Sudoil, qui leur permet de trouver en quelque sorte un endroit où stocker tous ces fonds qu'ils auront pu détourner via la BGFI.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure, quand je vous ai posé la question de savoir d'où venait l'argent, vous avez dit de la CENI, également de l'ONU. Est-ce que les institutions internationales, l'ONU par exemple, pouvaient ignorer ces détournements, voir l'ampleur de ces détournements ou pas? C'est une bonne question. On leur a posé, ils nous ont pour la plupart pas répondu. Je pense que les deux cas ont pu se produire. Je pense que pour les Nations Unies, par exemple, en fait, eux demandent, pour résumer très rapidement, en fait, c'est de l'argent qui est destiné normalement aux casques bleus de Congolais qui sont déployés en Centrafrique. Et l'ONU donne de l'argent au Congo en compensation de cet effort d'avoir contribué avec des casques bleus. L'ONU dit à la BGFI, vous allez donner cet argent au Congo, à la Banque centrale du Congo. Et en fait, la BGFI, en quelque sorte, récupère l'argent, mais la donne pas à la Banque centrale, mais la donne à Sudoil, cette société contrôlée par des proches de Kabila. Donc en fait, l'ONU n'a pas de vision sur le destinataire final de son argent. Nous, c'est parce qu'on a un très grand nombre de données qu'on a pu, je le disais pour la première fois de manière vraiment unique, retracer l'argent de A à Z, qu'on peut déterminer où il est arrivé à la fin. Mais la plupart du temps, les gens l'ignoraient. Après, il y a un autre cas particulier, qui est celui d'organisations comme la CENI, où en fait, là aussi, généralement, les gens qui ont été nommés là-bas l'ont été à dessein parce qu'ils étaient proches de la famille Kabila, et on peut imaginer que de fait ils savaient à quoi se destinaient les fonds qui étaient détournés. Alors, dernière question, Justine Brabant, cette enquête sera publiée pendant 2 à 3 semaines, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres révélations. Vous avez parlé du clan Kabila, est-ce qu'il y a d'autres personnalités politiques, d'autres personnalités tout court congolaises qui seront citées dans cette enquête? Alors, je peux pas dévoiler par avance tout ce qui sera publié, mais oui, je peux vous dire que il ne sera pas que question de l'héritage laissé par le chef d'État, par l'ancien chef d'État congolais, que peut-être il y aura aussi des choses chez des personnes qui sont au pouvoir actuellement. Merci beaucoup, Justine Brabant, journaliste à Mediapart. Merci à vous. Merci à vous.